Nos fleuves abritent dans leurs méandres une faune et une flore rares. Un écosystème si riche qu'il attire depuis la nuit des temps des femmes et des hommes désireux de vivre sur leurs berges. C'est la Reine des Prés, ça. Regarde, tu la reconnais pas? Avec sa tête toute blanche. Aujourd'hui, une page plus respectueuse est en train de s'écrire. Observer la relation entre les hommes et les fleuves, c'est comprendre les enjeux écologiques qui se dessinent pour demain. Chaque année, cet incroyable patrimoine naturel séduit de nouveaux habitants, soucieux d'extraire les précieuses richesses du fleuve dans une interaction vertueuse. Ils entretiennent les berges, utilisent l'eau comme ressource vitale, maîtrisent son courant pour en puiser l'énergie et réinventent le transport fluvial. Pour ces habitants du fleuve, les convictions sont aussi fortes que l'objectif est ambitieux. Vivre de l'eau tout en participant à sa préservation. S'allier à la nature jusqu'à trouver enfin l'équilibre. Et oser l'harmonie. Mylène est bergère. Alors, mes grandes. À peine 30 ans, elle est déjà à la tête de son propre troupeau de brebis. Oui, Benjamin, oui. T'as bien travaillé cette nuit? T'as bien gardé le troupeau? Eh bien, fille. Elles sont calmes, hein? Elles dorment, elles vont se lever. Après des études scientifiques, Mylène change brusquement d'orientation pour se lancer dans le pastoralisme traditionnel. Bien, ma fille. Vous avez eu chaud aussi, hein? C'est le câlin du matin pour bien démarrer la journée. Nous sommes au cœur du Bec d'Allier, dans l'espace naturel sensible du département du Cher. Là où les courants capricieux de la Loire, le fleuve le plus sauvage d'Europe, se colorent d'îlots sablonneux. Avec son troupeau, Mylène a une mission particulière, inédite en France. Arpenter les bords de Loire pour en entretenir les berges. En fait, mon métier, c'est de les nourrir, mais je dois trouver la ressource tous les jours pour les nourrir. Et donc, ma journée, ça va être ça. Elles ont faim, il fait pas trop chaud. Là, je pense que les conditions, elles sont bonnes pour qu'on puisse réunir le troupeau et commencer à vadrouiller. Allez, les doudous! Voilà. On a les brebis de tête qui se mettent devant. Tranquillement, le troupeau, il se lève. On a un chien qui est derrière qui met pas beaucoup de pression pour le moment. Il y va tranquillement. Allez, allez, allez! Soutenue par le Conservatoire des espaces naturels du Centre Val-de-Loire, Mylène a des instructions bien précises à respecter. Ces brebis doivent pâturer en priorité les plantes envahissantes, dont les graines ont été charriées par l'eau du fleuve et qui prolifèrent au détriment des plantes endémiques. Les brebis vont pas spécialement aller sur les mauvaises herbes ou manger que les plantes qu'on doit protéger ici. C'est là où aussi on intervient pour faire attention. Au moment où elles ont le plus faim, dans la journée, pas être sur cette zone où on a cette plante qui est caractéristique du milieu et qu'on doit préserver, et plutôt se la réserver en toute fin de journée quand elles ont bien mangé. Et par contre, elles vont venir juste grappiller l'herbe au pied de ces plantes-là. Et c'est ça aussi qui fait notre métier, notre savoir-faire. On est sur des milieux fragiles. Il y a à peu près 500 espèces végétales qui ont été recensées ici. Autant de petites bêtes à protéger.
Donc on ne peut pas tout faire à la légère. On essaye d'être aussi scientifique dans notre démarche. J'aurais jamais pu exercer ce métier si j'avais pas eu le fleuve à côté. Tous les jours, je me pose et je le regarde. On n'a pas besoin de mots avec la Loire. Hein. C'est nos pensées qui vont avec lui. Ça me ressource, c'est un équilibre dans l'énergie dont moi j'ai besoin. J'ai un tempérament assez vif et le fleuve m'apaise. Il y a eu un livre qui m'a un peu bouleversée à la lecture, c'était Le meilleur des mondes d'Adolphe Huxley. Et ça m'a fait un électrochoc. Je veux pas vivre dans ce monde-là, je veux pas qu'on aille dans ce monde-là. Et il y a un autre monde qui est en parallèle, qui est celui de la nature, celui du respect du vivant, de la découverte de tout un tas de choses qu'on ne connaît pas encore et qui ne demandent qu'à être à notre portée en fait. Hein. Et donc moi j'essaye de ralentir les choses. Quand on vit avec ces animaux et dans la nature, on a une autre vision du monde. On apprend à l'humilité, on apprend que finalement on n'est qu'un petit grain de sable. Mais par contre, il faut qu'on soit à notre place, quoi. Il faut toujours qu'on reste à notre place, c'est ça qui est beau, quoi. On leur apporte quelque chose ici. Et elles nous apportent quelque chose en retour. Et tout ça, c'est dans le respect de la nature. Contenir la végétation le long des berges est aussi une question de sécurité face à un fleuve capricieux. On est arrivé là hier, hein, et elles ont déjà fait leur labyrinthe. C'est typiquement ce qu'on recherche. On ouvre, on réouvre les milieux. Là, on a recréé le sentier. Et on peut voir sur cette partie-là, qui était assez dense, on ouvre. Et c'est ce qui va permettre à la Loire, en crue, d'avoir un passage fluidifié et d'éviter de s'engorger à certaines zones. D'un point de vue sécurité et environnement, il y a plusieurs axes sur lesquels on travaille avec le troupeau. Oui! Amen! Les crues de la Loire ont en effet forgé sa réputation. Bien, bien. On l'a dit, sauvage, dangereuse, indomptable. Le plus long fleuve de France a un caractère bien trempé. La brusque montée de ses eaux a depuis toujours obligé ses habitants à se méfier d'elle. À l'opposé de cette crainte millénaire, un groupe d'amis a décidé de se réconcilier avec le fleuve en s'établissant tout près de son lit pour mieux l'apprivoiser. Dès la belle saison, ils installent à Baule, près de Beaugency, une guinguette participative qu'ils veulent éco-responsable. L'idée, c'est de changer cette habitude qu'on avait d'être plutôt dos à la Loire, plutôt se mettre face et la regarder, l'apprécier. Là, vous nous prenez en plein montage, mais on va s'installer pour 4 mois. Donc il y a 15 jours de montage, 3 mois d'exploitation et puis 15 jours de démontage. Donc on est 4 mois là à vivre sur le site. En fait, toutes nos structures de base, c'est-à-dire bar, cuisine, ce sont 2 bus sur roues. Tout ce qui est technique, donc on a une remorque technique, une remorque électrique, un frigo, c'est roulant. Nos lieux de vie, c'est les caravanes, c'est roulant. Au bout de 4 mois, on s'en va. Démontage, rangement fini. Il ne reste trace que du piétinement estival des gens. Il ne reste absolument rien. L'idée, c'est qu'on va essayer au lieu de le mettre droit, le tube, je vais essayer de le mettre en biais, qui prenne la croix et le poteau.
Donc du coup, je te monte entre les... Je te passe entre les deux croisillons là. Ouais. Aux côtés de Stéphane, Pichotte a contribué à créer ce lieu d'échange aux allures de bout du monde. Ouais, c'est bien ça. Stop, stop. Est-ce que c'est assez? La Loire, toute proche, est devenue l'allié de leur projet. Là, l'eau, elle est prise du coup dans la Loire. Elle arrive ici, à cette pompe-là, et elle remonte par ce tuyau jaune jusqu'à la guinguette, jusqu'à la cuve. Un lieu comme ça, on est obligé de toute façon d'avoir l'eau, donc il fallait qu'on trouve une solution. Et voilà, la solution, c'était de faire un circuit fermé, on pourrait dire, parce que forcément, si elle retourne à la terre, elle retourne quelque part à la Loire. Ici, du coup, on a l'arrivée d'eau qui est pompée dans la Loire. Elle passe par ces 3 filtres. Donc là, on a un filtre fibre, un filtre à charbon, un filtre céramique. Et après, elle ressort, elle re-rentre dans cette cuve 1000 litres. Ici, on met du micro-pur en plus. C'est une eau qui sert uniquement à la vaisselle et nos douches personnelles, voilà, comme on vit ici. On est quand même dans un lieu où on la voit la terre, on la voit l'herbe, on voit la Loire, on voit les arbres. Donc on n'est pas dans un quartier avec des bâtiments. Donc on la voit, on est obligé de la protéger, quoi, enfin d'être là avec elle. Le fleuve ne se contente pas de partager ses eaux. Ses courants apportent également une source de richesse quand leur force se transforme en énergie. Nous sommes à la frontière entre la Normandie et la Picardie. Le discret fleuve de la Brelle a encerclé dans sa course un vaste domaine d'arbres et de bâtisses historiques, dont un moulin centenaire encore intact. Ici, la puissance du torrent ne demande qu'à être exploitée à nouveau. Le but, c'est de remettre la courroie sur la grande roue et de réparer. Donc tu mets l'échelle là. Et je vais la mettre. Ce moulin date du XIIe siècle. On y fabriquait de la farine. Ensuite, ce moulin a pris un caractère un peu plus industriel au XIXe siècle avec la fabrication et l'élaboration de textiles, de flaconnage, de bois. Loin de toute ambition industrielle, Bernard Marie compte utiliser la force motrice de l'eau pour son usage privé. Ok. Joseph, tu contrôles la courroie. On y va. J'ouvre la vanne. Hein. Ça va partir, attention. Le système fonctionne de façon très simple. On ouvre la vanne ouvrière qui va relâcher l'eau, qui va entraîner la roue du moulin. Et sur l'axe de la roue du moulin se trouve une roue principale dentelée qui va entraîner tout un système de poulies et de courroies. Cette première roue entraîne une seconde roue beaucoup plus importante et va démultiplier la force et le mécanisme et la vitesse qui va ensuite entraîner la génératrice et qui va produire l'électricité. Et on va pouvoir allumer. Donc tout fonctionne bien. À l'état actuel des choses, avec le système de courroie, nous sommes à 7 kWh par jour, ce qui permet déjà d'alimenter une partie du domaine. Avec la nouvelle génératrice qui va venir directement sur l'arbre de la roue, nous allons monter à peu près à 11 kg, ce qui fera entre 250 et 280 kWh par jour, qui couvrira l'intégralité des besoins du domaine, aussi bien en chauffage qu'en électricité. Nous ne faisons donc pas appel aux énergies fossiles ni aux énergies nucléaires. Pour nous, c'est indispensable. C'était la condition sine qua non de l'achat du domaine par notre famille. Car le projet de Bernard Marie se conjugue au pluriel. Voilà maintenant 1 an que le domaine est devenu la nouvelle maison de la famille. Notre histoire, c'est une histoire un peu commune. Nous étions sur Paris et nous souhaitions véritablement vivre dans un autre endroit et vivre une autre vie loin du chaos. Et nous nous sommes sentis tout de suite chez nous. Qu'est-ce que tu as trouvé? Magnifique.
un petit point noir. Pas comme ça aussi. Donc là, on est entre le château et la Brelle sur notre gauche. Donc il y aura le futur potager qui sera là. Là, nous aurons la forêt-jardin. Donc aujourd'hui, nous avons quelques fruitiers et sur plusieurs étages, en fait, il y aura différents petits arbres, des couvre-sols. Puis là, sur le terrain qui est là, on va avoir des chèvres et des ânes. Et ça, papa? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien? C'est cette nature qui est omniprésente, omnipotente, et des arbres multiséculaires qui nous rappellent que nous sommes très petits par rapport à tout ce monde et que notre place doit être la moins marquante possible. Nous essayons de créer notre propre potager, nous avons nos poules, nous avons tout l'ensemble qui nous permet de vivre avec une certaine autonomie, en espérant que lorsque nous disparaîtrons, eh bien, notre empreinte sera quasiment invisible. Produire de l'énergie n'est pas la seule richesse de la Brelle. Par son courant et les sédiments qu'il charrie, le fleuve a aussi fertilisé les sols, faisant pousser des plantes rares. La découverte de la végétation alentour a été pour la famille une belle surprise. En particulier pour Ariane, qui vient de terminer l'école des plantes de Paris et souhaite devenir herboriste. Voilà, donc les filles, vous allez prendre un ciseau chacune, puis on va cueillir les fleurs. Ça sent bon. Oh là là, mais il y en a partout. La reine des prés est une plante spécifique au milieu humide. C'est une plante qui contient de l'acide salicylique qui est le principe actif de l'aspirine. Donc on cueille les sommités fleuries, donc c'est l'ensemble de toutes les petites fleurs de la plante. On va les faire sécher pendant 10 à 15 jours et après on pourra en faire des tisanes, donc contre la douleur, contre les rhumatismes. C'est aussi une diurétique et la reine des prés, il y en a partout, donc c'est vrai que c'est une des plantes que j'ai repérées en premier. Et puis après, il y a l'ortie, il y a l'aubépine, il y a le frêne, il y a le lierre terrestre, il y a... En fait, on est entouré dans le domaine de plantes médicinales. Donc pour moi, c'était merveilleux, quoi. Si la famille Odigier a quitté la ville pour se rapprocher de l'eau, en milieu urbain aussi, l'utilisation du fleuve est à réinventer. En Alsace, la ville de Strasbourg est traversée par les eaux. Le Rhin, le puissant fleuve frontière à la robe verte, est relié à la rivière Lille, dont les canaux baignent le centre historique. C'est une barque traditionnelle en bois, telle qu'elle était utilisée à l'époque sur le Rhin. Jusqu'au 19e siècle, il y avait ce genre d'embarcation qui ramenait à Strasbourg des fruits et légumes, enfin d'autres produits agricoles qui étaient produits dans la plaine d'Alsace. Même le grès des roses des Vosges pour la cathédrale venait par barque à un moment donné. Là, on va passer donc le barrage Vauban. Ici, il n'y avait que des bateaux de ce type-là qui pouvaient passer. Et donc après le barrage Vauban, on rentre dans le quartier historique de la Petite France, avec les tours des ponts couverts. Christophe Meuglin est incollable sur l'histoire fluviale de Strasbourg. Il en est aussi le seul maraîcher flottant. Toutes les marches là que vous voyez, elles existaient déjà à l'époque. Et donc toutes les barques venaient comme elles sont au ras de l'eau. Toutes les barques comme celle-ci arrivaient ici pour décharger entre autres de la marchandise. C'était un endroit où on pouvait décharger de la marchandise. Et ce platane est très vieux là au-dessus, donc il a vu les barques à l'époque. Dernier témoin d'une activité fluviale autrefois florissante, Christophe a décidé lui aussi de voguer sur les flots pour exercer son métier.
Personnellement, j'ai vécu toujours au bord de l'eau, hein, donc toujours en présence de bateaux, etc. Il se trouve que mon arrière-grand-père était batelier. En partant d'ici, il transportait souvent du charbon qui venait des mines lorraines, etc. Et puis en remontant, c'était souvent du vin. Donc ici, en fait, on est sur une partie du port autonome de Strasbourg. Et ici, à la place des bâtiments qu'il y a à notre droite, il y avait des entrepôts, en fait. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc on va dire 1945-46, il y a des photos. Il y avait des péniches qui étaient les unes arrimées les unes à côté des autres. On pouvait traverser quasiment de pont à pont, d'un côté à l'autre, tellement l'activité fluviale était importante. Donc elle s'est complètement effondrée dans les années 70 au profit de la route, essentiellement. Les avantages du transport fluvial, c'est que un camion, on met 24 tonnes de marchandises. Là, on en met 200. C'est beaucoup moins polluant, tout simplement, hein. Conscient du formidable potentiel du transport au fil de l'eau, Christophe Meuglin offre une nouvelle alternative à sa clientèle, lui proposant de consommer mieux pour le bien de la planète. Le concept, c'est de livrer en circuit court des produits locaux. La majorité des fruits et légumes qui sont sur cette barque sont produits à Strasbourg. Donc, comme je dis toujours, entre le lieu de production et l'assiette du consommateur, il y a 7 km. Donc, l'empreinte carbone en tant que telle, ça n'a rien à voir avec une tomate qui vient d'Espagne, quoi. Et donc, tant qu'à faire, continuer à livrer avec une barque qui a aussi une empreinte carbone quasiment nulle, quoi. Tenez, il vous appartient encore. J'ai des fraises, des myrtilles, des framboises, des abricots, des pêches, des nectarines. On prend une barquette de fraises? Oui, oui. Allez, une barquette de fraises. Ah, il y a un haricot. Bon. On va prendre des haricots aussi. Ah bah. Donc haricots qui viennent du Neuf. Ils sont bio, hein. C'est ce que je dis toujours, la barque est ancienne. À la limite, le maraîcher il est un peu ancien aussi, mais on a un petit peu de technologie embarquée quand même. C'est Chamarque sur contact. Merci à vous. Vos pastèques me font de l'œil. C'est vrai? Ouais. Je sais pas si vous connaissez ces petites pastèques tigrées là, elles sont bien juteuses et elles n'ont pas trop de pépins en fait. C'est la pièce. Super. Il y a un échange de main à main, il y a quelque chose de plus humain en fait. Et le local, c'est ce qui fait marcher aujourd'hui, quoi. C'est en plein essor et c'est ce qu'il nous faut et c'est ce que l'habitant voudrait. On est dans un monde où tout doit aller de plus en plus vite et c'est vrai que là, on est un petit peu à contresens par rapport à ce qui se passe actuellement, quoi. Parfois, je me pose même la question, tout cet emballement et cette vitesse, quand on voit maintenant les gens commandent, ils veulent tout de suite tout avoir dans la foulée, où est-ce qu'on va s'arrêter ? Et il faudra bien qu'on s'arrête un jour, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas s'emballer. Franchement, que vous ayez votre tomate locale 1 heure avant ou 1 heure après, ça ne change pas grand-chose, quoi. Naviguons donc au rythme du Rhin vers le sud, jusqu'à Colmar. À l'heure où les ondulations sombres de l'eau se mêlent à l'aurore, un autre amoureux du fleuve s'apprête à troubler sa surface. Ah, petite laine, ça fait du bien. Ah ouais, ce matin. Sinon, ça pèle. Adrien Vaunarbe est le dernier pêcheur professionnel d'Alsace. Auprès de ce marin d'eau douce, l'aventure de la pêche a le goût du bonheur.
Voilà. Mettez-moi ce silence là. Ce silence, ça fait qu'on n'est jamais seul. On n'est jamais seul quand il y a du silence. Ah, quand on est en plein silence comme ça, en plein milieu, on est toujours avec soi. Hein. Le métier de pêcheur, c'est avant tout, c'est un métier passion. On est happé par ce truc-là, et puis on vit avec au jour le jour, et puis on vit avec même la nuit. Des fois, ben, c'est comme ça. Le seul mal qu'il y a, c'est que on a l'impression de jamais travailler, quoi. Et quand on a l'impression de ne pas travailler, ben, on se retrouve pratiquement toujours en heures supplémentaires, quoi. Depuis 30 ans, Adrien tend ses filets sur le Rhin, par amour pour ce fleuve légendaire et turbulent, auprès duquel il a grandi. Le Rhin, pour moi, il a presque fait partie de moi tout le temps, quoi. Quand j'étais très jeune, déjà, on venait s'y baigner. Après, par la suite, c'était la pêche à la nymphe, pêche à la mouche, tout ça. C'était difficile pour moi de ne pas être au Rhin au moins 1-2 fois dans la journée. Il y a quelque chose de magnétique, quoi. Adrien pêche à l'ancienne, de manière raisonnée. Il y a aussi quelque chose qui vient, là. Ouais. Il faut prendre des mailles de filet qui soient assez grandes pour laisser passer les meilleurs géniteurs, quoi. Tout ce qui est en dessous d'une certaine taille doit pouvoir passer au travers sans être blessé. Et puis voilà, on prélève les spécimens les plus anciens. C'est tout simplement respecter, être respectueux de la pérennité des espèces. Il est beau, hein? Voilà, hop là. Voilà, dans la poche. Mettre ça à l'eau, comme ça, et tranquille. Ben, la philosophie que j'ai défendue toujours, c'est pêcher moins, mieux, tout commercialiser, tout valoriser, et avoir le moins de déchets possible, et utiliser l'ensemble de la pêche pour vivre. Donc ça respecte l'environnement, ça respecte la faune aquatique. Parce que pour lui, chaque poisson pêché doit être consommé, Adrien a choisi de transformer tous les poissons du Rhin sans exception, même le silure réputé peu goûteux. Hop là, allez. Yep, voilà. Fini la mauvaise réputation liée à la pollution, à son goût de vase ou à ses nombreuses arêtes. Dans l'atelier de transformation familiale, le poisson du Rhin est fumé, découpé et transformé en tourte et en quiche par Adrien et son épouse. Ici, le pêcheur crée des recettes savoureuses, dont la fameuse goujonette. Ben là, je taille de la goujonette, c'est du filet de poisson qui est tranché un peu comme ils font les frites, c'est pareil, hein. Seulement, ce sont des frites de poisson. Et l'avantage qu'il y a avec ça, c'est que quand c'est passé en friture, le peu d'arête qui reste en travers, comme c'est coupé à 6-7 mm d'épaisseur, ben c'est aussi frit, ça devient croustillant, on ne les sent plus. Du moment qu'il n'y a plus d'arête, les gens sont adeptes, hein, il n'y a pas de problème. À force de ténacité, Adrien est parvenu à remettre le poisson du Rhin au goût du jour. Ces produits ont désormais leur place au menu des meilleurs restaurants de la région, comme chez Geoffroy Fuchs à Logelheim. Voilà, voilà la bête. Un beau petit brochet. Et juste vidé et caillé, quoi. Voilà. Ma partie, elle est terminée. C'est la partie à Geoffroy qui commence. Alors nous, on a décidé de travailler avec Adrien parce qu'on recherche un peu des producteurs locaux. Et comme c'est le dernier pêcheur sur le Rhin, c'est quelque chose d'intéressant pour nous. Et d'avoir des poissons sauvages, d'avoir des poissons d'élevage, c'est toujours un plus. Ce partenariat a un seul inconvénient. On ne peut pas garantir du brochet du 1er janvier au 31 décembre. C'est pour ça qu'on l'a sur l'ardoise et pas la carte.
Et c'est ça aussi la pêche sauvage, on va dire. Voilà, on a ce que le pêcheur ramène. Donc on ne peut pas dire maintenant il y a du silure là, il y a du brochet un autre jour. Ben, quand ça vient, on travaille ce qu'il y a quand ça vient. Et les clients, généralement, maintenant ils y font attention et puis ils nous laissent leur numéro de téléphone, leurs adresses. Et ils nous disent ben, quand vous avez telle et telle sorte de poisson, appelez-nous, on viendra manger. Et puis effectivement, ils font le déplacement. Ah, c'est toujours Dame Nature qui décide, toujours. La pêche traditionnelle, c'est l'avenir. Quand je tenais ce discours au début, c'était un peu vraiment le farfelu du coin, quoi. C'était un utopiste total de présenter un projet comme ça. Professeur d'accordéon à ses débuts, ce pêcheur-compositeur a décidé aujourd'hui de passer la main pour se consacrer entièrement à sa passion pour la musique. Adrien est aujourd'hui prêt à transmettre son activité de pêche à Jérémy, son futur repreneur, après l'avoir formé pendant 1 an et demi. Non, il n'y a pas de fond, là. Là, ça va. Mais là, il y a plein d'algues sur le côté, là. Donc, il faut accrocher sur la branche morte, là. Ouais. Il faut mettre une corde assez longue au début. Hein. Et tu pousses juste un peu en arrière. Tu me dis quand c'est bon? Pour moi, c'est bon. Hein. Ouais? Ah ben hop, c'est parti alors. Pour passer le flambeau, pour faire la transmission, bah, il faut déjà avoir quelqu'un en face de soi qui soit quand même assez sensible à l'environnement, du moins avec la philosophie que j'ai toujours défendue. Elle a fait ses preuves, vu que ça fait 30 ans qu'Adrien vit de ça et vit correctement de ça. C'est pas un métier qui va permettre de gagner des millions, mais on arrive de vivre de son métier et c'est ça qui est bien, que moi je recherche, c'est pouvoir vivre de son travail et puis être dans un cadre comme ça, enfin je veux dire, c'est le plus beau bureau du monde. Si dans le Rhin, les poissons sont aujourd'hui valorisés, de l'autre côté de la France, un grand poisson migrateur a, lui, besoin d'être sauvé. Nous allons à sa rencontre, entre Toulouse et Agen, sur la Garonne. Le fleuve s'est gonflé des eaux froides des glaciers, attirant une espèce migratrice fascinante, le saumon. Il s'offre un incroyable périple qui, pourtant, stoppe sa course au pied de l'imposant barrage de Golfech. Pour franchir ce mur de béton, le saumon prend l'ascenseur. Alors là, on est juste au-dessus, au niveau du barrage, devant l'entrée de l'ascenseur à poissons. Les poissons vont arriver, vont trouver l'entrée de la passe pour rejoindre l'amont du barrage. On se situe à 270 km de l'océan, donc c'est le premier obstacle que les saumons vont rencontrer quand ils remontent la Garonne pour se reproduire. S'il n'y avait pas cet ascenseur à poissons, ils seraient bloqués ici au niveau de l'ouvrage et ils pourraient effectivement trouver des zones de reproduction, mais le fruit de la reproduction, les petits, ne pourraient pas vivre en dessous. Donc il y a obligation pour eux d'emprunter l'ascenseur à poissons et de rejoindre les zones de reproduction qui se situent dans la montagne. Au cours de leur migration sur la Garonne, les saumons rencontreront pas moins de 22 obstacles, tels que ce barrage. Une accumulation d'embûches qui provoque le déclin de l'espèce. Aujourd'hui, les poissons qui empruntent l'ascenseur à poissons de Golfech sont filmés
Et après leur parcours, 100 km plus loin, à Toulouse, ils empruntent une autre passe à poissons, où ils sont filmés également par Migado. Et on s'est rendu compte très facilement, en faisant juste un décompte, qu'on perdait presque 60 à 70% de la population. Donc nous, on s'est dit, ça ne peut pas durer, donc on va transporter les poissons depuis Golfech jusqu'aux aires de reproduction, et parallèlement, on étudie ça. Là, le saumon est en train de remonter dans la cage, là, on le voit là-bas. Et on va le capturer, on va le mettre dans un premier bassin, puis tranquillement dans un deuxième. Là, il est avec du monde. C'est des gaillards, hein. Ils se bagarrent un peu. Mais c'est normal, c'est poisson sauvage. Hein. Donc on a mis de l'eau avec une petite dose d'anesthésiant, juste pour sédater les poissons, qu'ils soient tranquilles pendant le transport. Donc on va attendre un petit peu qu'ils s'endorment. Il y en a pour 2-3 minutes. Qui se déstresse. Donc il fait 822. Et après on prend à la fourche. 778. On fait plusieurs prélèvements en fait sur ces saumons conditionnés. Là on va commencer par des écailles. La lecture d'écailles permet l'âge comme sur un arbre en fait. On voit des stries de croissance. Donc ça nous permet d'avoir l'âge et c'est important pour ramener à son histoire et d'où il vient, quelle année il est né. Et après, on prend du matériel génétique, des petits bouts de nageoire. Là, ça va permettre, en analysant, en faisant analyser cette génétique, d'avoir l'origine du poisson, savoir s'il est issu de repeuplement ou de reproduction naturelle. Parce qu'il bouge vachement. Tous ces poissons qu'on transporte sont marqués. En fait, avec un numéro d'identification, il y a notre numéro de téléphone. Ça, c'est en cas de recapture. On va les emmener sur des zones qui sont pêchées. Donc les gens ne vont pas pêcher le saumon, mais en pêchant la truite, on peut capturer un saumon. Donc quand il y a capture, s'ils voient cette marque-là, ils nous préviennent. Ils sont obligés de le remettre à l'eau. Donc on a aussi les mouvements comme ça, par des informations au coup par coup. Mais c'est important, hein. Puis ça nous dit aussi que notre poisson est vivant, etc. Après transport, c'est le but du jeu. Hein. Les voyages d'un saumon, c'est 3000 km aller, 3000 km retour. Et les problèmes, en fait, les gros du problème, se situent sur 100 km de cours d'eau sur le continent. Je pense que l'homme est capable d'agir. Après l'ascenseur, les saumons prennent le taxi. On les emmène directement là où ils auraient dû aller s'ils étaient venus en nageant par le cours d'eau. Donc là, on va prendre l'autoroute. Pour nous, c'est important d'aller vite sur les zones et on ne peut pas se permettre de prendre les chemins de traverse, donc on va au plus rapide. Un voyage de 3 heures à 130 km/h sur l'autoroute que les poissons n'apprécient guère. Ils gigotent derrière. Ils sont juste en sédation, là, ils ne sont pas endormis complètement. Donc forcément, de temps en temps, ils gigotent dans la poche et c'est pas plus mal, ça réoxygène en fait l'eau. Et puis ça leur permet de respirer. Non, il n'y a pas de souci là. Parvenus dans le bassin de Varilhes, près de Foix, la libération des saumons est un moment rare, attendu par les pêcheurs locaux, soucieux de l'équilibre écologique de leur rivière. Les 3 très rares de l'autre saumon là. Ils viennent de sortir là. Hein. Et chaque fois, c'est une grande émotion quand on lâche ces poissons. Je crois que cette année, on est à 95 sujets et on a autant de plaisir au 95e qu'au premier. C'est vraiment majestueux comme poisson. Parce que pour un pêcheur, le saumon, c'est un poisson mythique. Le saumon était dans la rivière à l'origine et c'est important de laisser à nos enfants le cheptel qu'il y avait à l'époque. Pour nous, c'est une réussite si on arrive à remettre le saumon dans son état naturel et qu'il y revienne régulièrement. C'est assez émouvant en fait, de les voir partir comme ça, puis sachant qu'ils vont certainement donner une progéniture et que les petits vont revenir et que le cycle va s'emballer. Ouais, non, c'est quelque chose. Ouais. Là, le but, c'est qu'on ne fasse plus ces transports, c'est que ça se passe tout seul. Là, ça serait une vraie réussite du programme. Ici,
la main de l'homme est encore nécessaire pour repeupler le fleuve. Mais si pour le sauvegarder de manière durable, il suffisait de se retirer, de faire tout simplement confiance à la nature en rendant des territoires à la vie sauvage. L'île Nouvelle est une terre unique au cœur de l'estuaire de la Gironde. Ici, certains ont fait un rêve, faire revenir les oiseaux qui ont déserté les lieux à cause de l'activité humaine. En fait, l'île Nouvelle, c'est la réunion de deux îles, l'île Bouchot au nord et l'île Sampin au sud. Elle fait un peu plus de 6 km de long pour 600 à 700 mètres de large, là où elle est la plus large. Donc c'est une entité de presque 300 hectares. Dans cette immense étendue, l'eau est en lien permanent avec l'île, s'engouffrant dans les terres, forçant parfois ses fragiles contours, comme lors de catastrophes climatiques historiques. Alors là, c'est les digues en fait, de l'île qui ont cédé en 2010 avec la tempête Xynthia. Donc c'est des digues qu'on avait déjà arrêté d'entretenir parce que notre objectif, nous, c'était de reconnecter donc l'île à son environnement immédiat, à savoir l'estuaire, et recréer en fait des milieux qui sont inondés au gré des marées et au gré des coefficients de marée. Poursuivant sa course lisse dans les terres profondes, la brèche a modifié la physionomie de l'île. L'eau, en pénétrant et en venant inonder tous ces terrains, a permis le développement d'une végétation typique. Assez rapidement, on a vu ces roseaux se mettre en place, d'autres espèces qui sont adaptées à ces conditions particulières d'inondation temporaire liées à la marée. Il faut savoir qu'avant, on est passé d'une friche agricole où en termes de biodiversité, on était quasiment proche de zéro, à aujourd'hui des habitats quand même très intéressants et très porteurs en termes de biodiversité. La nature a une capacité de résilience quand même assez importante et quand on lui laisse de la place et la possibilité de s'exprimer, elle peut regagner assez rapidement des espaces qui n'étaient pas accessibles jusque-là. L'eau a progressivement repris ses droits au cœur de la terre. C'est ce qui s'appelle la dépoldérisation. On est sur un terrain assez intéressant en termes d'expérimentation puisqu'on peut observer comment la nature se comporte suite à cette dépolarisation. Et dans un contexte de réchauffement climatique où on doit s'adapter à une future élévation du niveau de la mer, on peut avoir des données qui seront après reproductibles ailleurs. Et on a un retour d'expérience sur comment s'est comportée la nature suite à cette dépolarisation qui est assez intéressant. L'île a été habitée jusqu'en 1970, avant d'être rendue à la nature. Son histoire humaine a laissé des traces dans un village aujourd'hui abandonné. Autour de la rue centrale, les souvenirs s'effacent lentement au profit de paysages immenses, gommant les limites entre le passé agricole et la terre sauvage, laissant la place aux insectes, aux poissons, aux oiseaux. Sur la terre ferme, Bruno Augizeau travaille sur le projet de renaturation. À force d'arpenter ces chemins, il a pu observer le retour de la végétation. Voilà, le roseau. Dedans, il y a les pucerons, enfin, il y a plein de petits insectes. Il y a des chenilles, donc les larves de papillons. Et les oiseaux qui sont en migration, ils vont rester des fois 3-4 jours à l'intérieur pour se recharger les graisses, parce qu'ils ont volé peut-être 2000 ou 2500 km. Ils vont se recharger les graisses, et une fois qu'ils auront bien fait le plein, naturellement, ils vont repartir quand les conditions seront bonnes pour migrer. Alors, mes jumelles, c'est un outil de travail, hein. C'est tout simplement pour observer tout ce qui peut m'interpeller. Donc ça peut être tout simplement une nichée de cadavres, donc de suite je la compte, je la recense, je la cartographie avec la date,
le nom de l'espèce, donc la femelle, temps de jeûne, et ainsi de suite. Voilà, on l'entend derrière nous. La Milan noire, en vol, très commune sur l'île, enfin partout en Gironde, hein, mais elle est quand même très infléodée au niveau des zones humides. On entend des échasses plus loin. Donc là, pareil, c'est au son, parce qu'avec la végétation, là, je ne peux pas aller voir. L'intérêt d'identifier donc les oiseaux, c'est de savoir d'une année sur l'autre l'évolution et surtout les espèces qui arrivent au fur et à mesure. Donc quand je dis au fur et à mesure, c'est bien sûr par rapport à la migration, mais surtout les nouvelles espèces. Et comme ça nous permet d'avoir un suivi annuel. Et on voit que tout doucement, c'est toujours en expansion. Voilà. Quand on est arrivé en 2008, il n'y avait que 8 couples de hérons cendrés. Et actuellement, on a une colonie qui tourne à environ, les 4 espèces confondues, donc hérons cendrés, garde-bœuf, aigrette garzette et spatule blanche, à 250 couples. C'est une belle réussite, mais on cherche toujours à faire mieux. Enfin, pour moi, c'est nécessaire, quoi. Il faut être passionné, tout simplement. S'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de vie, quoi. Et la vie, de toute façon, mais voilà, c'est ça, c'est l'eau. Quand on redonne sa juste place à la nature, celle-ci sait se réinventer. L'ultime défi est de réussir à créer des lieux où les hommes et le fleuve sauvage peuvent s'épanouir en harmonie. C'est le début de l'été. À Baule, les bords de Loire revivent grâce à la guinguette de Stéphane et Pichotte. À peine inauguré, cet espace singulier et engagé affiche déjà complet. Bonsoir. M'a-t-on dit que vous aviez réservé pour manger? C'est ça. Parfait. Alors du coup, c'est avec moi que ça va se passer, Stéphane. Bienvenue. Rappelez-moi le nom de la réservation. La guinguette est le relais d'un nouvel état d'esprit qui commence par le choix des produits. Alors, ce soir, c'est une petite salade fraîcheur, un pain perdu salé avec une sauce fromagère, des petits légumes cuits, une tomate fraîche. Au maximum, tout est local. Le pain, la crème fraîche, les légumes. Ça fait partie de notre éthique. On a très envie de travailler un maximum local et bio autant que possible. Les gens qui viennent ici, ils cherchent la petite bulle de vacances, le côté convivial, intime. Ils se sentent bien, puis après il y a les concerts, ils peuvent manger quelque chose de local, de fait maison. Ils prônent le local, le bio, l'écologie. C'est apaisant, c'est ça. Ça relaxe. Ouais, c'est très apaisant. C'est un On moment adore de pause, le terroir. ouais. On se ressource là. Ouais. On vient là 2-3 heures, voilà, le temps s'arrête un peu, on profite, on regarde couleurs. Et puis oui, le côté écolo aussi qui nous plaît, tout ce qui est nourriture, boissons locales. C'est évidemment des valeurs qu'on aimerait transmettre et il y a 3 générations ici. La grand-mère, la mère et la petite-fille, donc je pense que de ce côté-là, on réussit pas mal. En 5 ans d'existence, la guinguette a su proposer ses valeurs alternatives avec succès. Un modèle à suivre ? Moi, je ne veux pas dire que moi, je suis un exemple. Je veux dire qu'en tout cas, si tout le monde faisait, en tout cas, ce que je fais moi, un petit peu, si tout le monde faisait son petit peu, on arriverait déjà à faire mieux. Et j'y crois parce que j'ai l'impression qu'on revient vachement sur les valeurs naturelles et essayer de... On se rend compte qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Mais il n'est peut-être pas trop tard. Ouais. Les hommes et les fleuves ont une histoire commune, faite de luttes, de domination, de contraintes et de réconciliation. Qu'ils soient impassibles ou fiévreux, nos fleuves sont toujours admirables par l'eau qu'ils charrient,
les richesses qu'il déploie et les promesses qu'il transporte. Alors, si comme le dit le philosophe, une goutte d'eau suffit à créer un monde, celui que les hommes rêvent pour les fleuves se doit d'être le plus beau.